Puis-je vous demander, ô Lucie, fille d'Ève, dit monsieur Tumnus, comment vous êtes entrée à Narnia ? Narnia, qu'est-ce que c'est s'étonna Lucie. C'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, expliqua le faune. Le domaine de Narnia comprend toutes les terres qui s'étendent entre le réverbère et le grand château de Kerparavel, situé sur la mer orientale. Et vous, est-ce par les farouches bois de l'Ouest que vous êtes venu ? Moi, je suis entrée par l'armoire de la chambre d'amis, répondit Lucie. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. On va récapituler ce qu'on a vu au dernier épisode. Alors, on a découvert Lucie, Edmund, Peter et Suzanne, et Lucie est entrée dans un monde merveilleux dans la porte, enfin au travers de la porte d'une armoire, et elle a découvert Narnia. Et le chapitre que nous allons découvrir aujourd'hui, je vais vous le résumer. Chapitre 2, ce que Lucie y trouva. Après s'être remis de sa frayeur, le faune demanda à Lucie si elle est une fille d'Ève. Lucie est d'abord surprise, puis comprend que le faune veut savoir si elle est humaine. Elle répond « Oui, bien sûr !» Le faune, monsieur Tumnus, invite Lucie à prendre le thé chez lui. Puis, il joue de la flûte et la musique plonge Lucie dans une profonde rêverie. Elle finit par en sortir et annonce qu'elle doit rentrer chez elle. Le faune lui dit tristement que c'est impossible. Lorsque Lucie lui demande pourquoi, il éclate en sanglots et lui explique qu'il est un serviteur de la sorcière blanche, l'horrible souveraine de Narnia qui a jeté un sort sur le pays de sorte que c'est toujours l'hiver et jamais Noël. Il a été enrôlé pour attraper tous les humains qu'il trouve et les amener à la sorcière. Lucie supplie Tumnus de le relâcher, il la raccompagne jusqu'au réverbère et ils se disent adieu. Donc là, on retrouve une série de renversements. On avait vu ça un petit peu à la fin du chapitre précédent où tu avais fait remarquer que c'était le faune qui était surpris et effrayé de voir Lucie. Et là, ça va se confirmer dans cette conversation qu'ils vont avoir. On a vraiment une série de renversements où le faune est effrayé par l'humain. Et puis lui, le faune appelle la petite fille fille d'Ève, hein, ce qui est une façon pas du tout habituelle pour nous d'appeler les êtres humains, et donc on a une sensation d'exotisme. Et puis les lieux familiers aussi deviennent exotiques, hein, et on a une graphie amusante. Alors là, on est en podcast, donc on ne le voit pas, mais la façon dont sont écrits les mots chambre d'amis et porte de l'armoire sont écrits de façon à ce qu'on ne reconnaisse plus vraiment les mots, hein, et donc ça rend tout ce monde qui était familier exotique, hein, et donc tout est inversé. Et une dernière chose aussi qui est inversée, c'est que l'enfant qui lit l'histoire est invité à s'identifier avec le faune qui n'a pas bien travaillé à l'école et qui ne connaît pas sa géographie, hein, donc il y a vraiment toute une série de renversements. Oui, la graphie différente me fait beaucoup rire, ça me rappelle Le Prince de Mots-Tordus. Je ne sais pas si tu connaissais ces ouvrages qui twistaient tous les mots. C'était assez drôle. Tout devenait des mots très proches, donc c'était des livres pour enfants très ludiques où l'entièreté du concept est justement des mots tordus, où un mot est remplacé par un autre avec une consonance proche. Plus sérieusement, je trouve assez lourd de sens l'idée de parler de fille d'Ève et de fils d'Adam. En effet, c'est exotique, ça peut nous faire rire, mais il y a un sens très profond derrière. Et pour cela, il faut un peu parler de théologie. Adam et Ève sont les premiers humains qui ont été créés par Dieu. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, qui est un endroit parfait.
Et il y a un épisode qu'on appelle la chute, qui est le moment où le serpent va tenter Adam et Ève. Ils vont manger le fruit défendu, et ils vont être chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont fait entrer le mal, enfin le mal est entré dans le jardin, et Dieu ne peut pas laisser le monde être corrompu. Donc ils deviennent mortels, dans le sens où ils vont devenir finis, et c'est le début de tout l'arc de rédemption de l'humanité qui est décrit dans la Bible. Et donc le fait d'être une fille d'Ève, c'est découler de cet épisode initial. C'est avoir ses difficultés, mais c'est aussi avoir des responsabilités. Et on parle des nouvelles Ève et des nouveaux Adam. C'est très intéressant, donc ça fait écho à énormément de choses. On peut complètement passer à côté et apprécier le livre, mais je vous ai caricaturé l'idée, mais on pourrait écrire des pages et des pages sur ce que ça signifie et ce que ça va pouvoir signifier pour nous dans l'histoire. Ok, et sinon, pour parler aussi de l'effet que font au lecteur ces renversements, qu'est-ce que t'en penses de l'effet que ça fait en fait quand on lit ça pour la première fois, toutes ces choses qui sont l'inverse de ce qu'on attend? Je trouve ça très ludique. On voit le comique inversé qu'on a pu retrouver à la fin du chapitre 1. Je trouve que c'est aussi encourageant pour les enfants, dans le sens où ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ça devient une évidence pour nous. Et de pouvoir être rassuré, encouragé, de dire « Ah, mais en fait, je sais plein de choses. » Et oui, en effet, si on regarde avec des yeux d'un faune ou d'un extraterrestre, je connais plein de choses. Et ce qui était une évidence ne l'est pas forcément pour le voisin. Donc ça nous apprend, enfin ça apprend plein de choses importantes aux enfants. La bienveillance, la tolérance, et le fait que... C'est drôle, les enfants, ils ont souvent l'impression que le monde tourne autour d'eux ou que tout le monde connaît ce qu'ils connaissent. Et dans ce chapitre, j'ai l'impression que ça souligne ça de manière bienveillante et ludique. Oui, tout à fait. Avec une grande compassion pour Monsieur Tumnus. Alors effectivement, il y a l'aspect humoristique, hein, ça c'est indéniable, hein, avec l'effet de surprise. Hein, il y a beaucoup de blagues qui sont basées sur ça, sur l'effet de surprise. Hein, donc là, on est surpris, donc ça fait rire. Mais effectivement, il y a aussi un côté beaucoup plus sérieux. Ça permet en fait de regarder le monde des humains avec un regard nouveau. Et ça, c'est super important. Et on pourrait encore une fois citer Tolkien, parce qu'il en a parlé dans son essai très célèbre qui s'appelle Du conte de fées, hein, où il parle de 3 choses qu'apportent les contes de fées. Et une des choses qu'il mentionne, c'est le recouvrement. Et le recouvrement, c'est le regain d'une vue claire. Et il dit, hein, je vous cite un petit peu ce qu'il dit dans son essai là, il nous faut nettoyer nos vitres de façon à ce que les choses clairement vues soient débarrassées de la grise buée, de la banalité ou de la familiarité, du caractère de possession. Hein, donc ce qui veut dire, c'est qu'en fait, il faut apprendre à voir les choses nouvelles, enfin les choses familières, pardon, de façon nouvelle. Parce qu'on ne les voit plus. Il cite un exemple d'ailleurs d'un mot qu'on voit à travers une vitre, et le mot c'est morefolk. Et en fait, c'est un mot qui a l'air complètement exotique, mais si on le retourne, si on regarde de l'autre côté de la vitre, en fait, c'est coffee room. Hein, donc c'est l'endroit où on boit le café. C'est un mot qui est hyper familier parce qu'il est gravé sur toutes les vitres de tous les salons de thé du pays. Et donc voilà, il cite cet exemple pour montrer que voilà, la graphie différente peut donner une idée d'exotisme. Et bon, c'est ce qu'on trouve ici dans cette conversation avec le faune. J'aime beaucoup cette idée de la coffee room. Ce que je trouve qu'on peut pousser l'analogie un peu plus loin, même si Tolkien détestait les analogies. Le coffee room, le salon de café, le salon de thé, c'est un endroit agréable de base. On y va pour passer un chouette moment. Et les contes de fées, c'est aussi un peu ça. On lit un conte de fées pour passer un moment agréable. C'est souvent une récréation intellectuelle, émotionnelle. On y vit des chouettes choses. C'est une friandise en général. Et c'est ce que nous propose Narnia. C'est un livre ludique, un livre qui fait du bien, qu'on a du plaisir à lire, mais qui nous apprend plein de choses passionnantes, dans le fond comme dans la forme. Dans mon édition, je sais pas si tu as la même que moi, mais j'ai des dessins
Et j'aimerais aussi qu'on puisse parler de ces magnifiques dessins poétiques, touchants, qui sont, je crois, à chaque début de chapitre, en tout cas pour moi. Je crois que tu peux m'en dire un petit peu plus de ces dessins. En fait, c'est Pauline Baynes qui a fait les dessins originaux et justement, elle avait déjà illustré un livre pour Tolkien et c'est comme ça que Lewis l'a rencontré et il lui a demandé d'illustrer Narnia. Donc, ce sont les dessins qu'on trouve aujourd'hui dans les livres sont les dessins originaux. Simplement, ils ont été colorisés plus tard à l'occasion d'une version collector par Pauline Baynes elle-même, mais Lewis était déjà décédé à l'époque, donc lui n'a connu que la version noir et blanc. Merci pour ces précisions, et j'espère que les auditeurs et auditrices pourront un jour avoir le livre papier dans les mains avec les dessins, parce qu'ils ajoutent vraiment quelque chose à l'univers de Narnia. Ils sont représentés avec beaucoup de justesse et approuvés par Lewis, évidemment. Alors, cette partie où Lucie discute avec le faune se termine avec une phrase que je voudrais vous lire. Et c'est ainsi que Lucie se retrouva cheminant entre les arbres, bras dessus, bras dessous, avec cette étrange créature, exactement comme s'ils s'étaient connus depuis toujours. Alors, en même temps, ça a l'air bien sympathique, hein, comme tu disais, voilà, on a envie d'aller boire le thé avec lui, etc. Mais en même temps, ça va intensifier la tension, le suspense et la crainte du lecteur, hein, parce que déjà, dans la conversation, il y avait un petit indice qui n'était pas totalement positif. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a cette phrase à un moment donné dans la conversation. Et là, il se tue brusquement, comme s'il avait été sur le point de laisser échapper malgré lui une parole qu'il ne voulait pas prononcer, et que heureusement, il s'en était souvenu juste à temps. Hein, donc les lecteurs, même jeunes, comprennent quand même qu'il y a quelque chose de louche. Et le fait que Lucie elle-même ne se doute de rien, bah, ça ajoute du suspense et du pathos. En fait, on se fait du souci pour elle. Et on a envie de lui crier « Attention Lucie, tu es en danger !» Hein, ça me fait penser un petit peu au spectacle de marionnettes que j'ai vu parfois quand j'étais petite avec Guignol. Et il y avait un méchant qui arrivait par derrière, et Guignol ne le voyait pas, et tous les enfants dans le public criaient « Attention, le méchant est derrière toi !» C'est un peu ça, là, on a envie de crier à Lucie. Attention, qu'est-ce que tu fais là, à partir avec cet inconnu là, comme si tu l'avais connu depuis toujours. Je trouve que voilà, il y a ce petit côté quand même suspense en même temps. Il n'y a pas que le côté agréable. On voit quand même qu'il y a potentiellement du danger. Ah, j'ai dit qu'on avait envie de boire un thé avec lui, j'ai pas dit qu'on devait boire un thé avec lui. La différence est importante. Mais c'est intéressant parce que ce chapitre, justement, on se pose la question. Qui est Monsieur Tumnus ? De quoi est-il fait ? Et c'est une question qui va nous prendre du temps à répondre. Et c'est justement pas caricatural. Et c'est ça qui est précieux aussi. Chez Lewis, on n'est pas dans le conte de fées sans nuance, où les enfants ont aucune personnalité, comme tu nous le disais dans le podcast précédent. On a des enfants avec une profondeur qui évolue, des personnages qui sont tiraillés, qui nous est difficile de définir pleinement. Et c'est une voie très sage, justement, de ne pas mettre d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, avec des gens qui ne pourront jamais évoluer, jamais changer, mais au contraire, on apprend aux enfants la difficulté de choisir son chemin, de devoir peser le pour et le contre, les risques, les difficultés, les efforts, et essayer de faire son chemin, de faire sa voie. C'est des leçons précieuses pour les petits comme pour les grands, d'ailleurs. Alors je comprends bien sûr ce que tu dis, hein, quand tu dis qu'on a envie de prendre le thé avec lui, parce que quand tu regardes la description de sa caverne, c'est un endroit vraiment très charmant et qui a l'air hyper confortable. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'adjectifs positifs dans la description de cette caverne. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve encore une fois ce mélange d'exotisme et de familier dont on a parlé dans le chapitre précédent, dans cette caverne. Et il y a d'ailleurs un détail très anglais qui n'apparaît pas dans la traduction française, donc je voulais vous parler de ça. Donc, alors le faune rentre chez lui, donc il y a déjà un bon feu dans la cheminée, il allume une lampe, et puis la première chose qu'il fait après ça, en français on dit « il mit immédiatement de l'eau à chauffer ». Alors ça parle pas beaucoup, mais en anglais c'est
He immediately put the kettle on. Donc, littéralement, il mit la bouilloire en marche. Et ça, moi, quand j'entends cette phrase, put the kettle on, je me sens immédiatement transportée en Angleterre. Parce que il faut savoir que pour les Anglais, c'est un rituel sacré. Quand ils vont arriver quelque part, chez eux ou même à l'hôtel, ou quand ils vont recevoir quelqu'un, c'est le premier geste qu'ils vont faire. Ils vont allumer la bouilloire pour préparer le thé. Alors, de nos jours, ça peut être autre chose que du thé, mais ça reste encore très fréquent. Boire une tasse de thé chez les Anglais, c'est bien plus que consommer une boisson. Ça va être un geste de réconfort, un geste d'accueil, ou une façon de se sentir chez soi dans un nouveau lieu. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais dans les hôtels à l'étranger, vous allez très souvent trouver des bouilloires dans les chambres. C'est pour la clientèle britannique, clairement. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas concevoir d'aller dans un hôtel sans pouvoir se faire une tasse de thé en arrivant dans la chambre. C'est très important. Alors tout ça pour dire que ce faune a quelque chose de très anglais, de très familier du coup pour les lecteurs. Un peu moins pour nous. Pour nous, il est presque aussi exotique dans son côté anglais que dans son côté surnaturel. Mais voilà, il y avait ce côté... mais en même temps, c'est charmant aussi pour nous. On aime bien, non? Alors, moi, je pense avoir du sang anglais que j'ignore, parce que c'est aussi un rituel qui m'est cher, et j'avoue, quand je suis dans un hôtel et qu'il n'y a pas de bouilloire, je suis un petit peu triste. Donc, voilà. je suis une Britannique d'adoption. Ok. Oui, en effet, c'est tellement touchant, c'est tellement cosy, et il y a une phrase qui me fait craquer, qui est d'ailleurs une aparté, on en parlait dans l'épisode précédent, que C.S. Lewis s'offrait des apartés pour donner son petit grain de sel, ça rajoute beaucoup de charme. Quand il décrit sa petite maison, on a... ça dit qu'il y a 2 petites chaises, et entre parenthèses, l'une pour moi, l'autre pour un ami, indiqua Monsieur Tumnus. C'est mignon. Et je trouve ça, mais oui, c'est charmant, on a envie d'être cet ami qui vient s'asseoir avec lui, encore une fois à tort ou à raison, mais c'est tellement bien imagé. En tout cas, moi j'ai des images qui se construisent très rapidement en tête, tellement facilitées par cette écriture belle qui nous fait imaginer, oui, ce petit endroit très cosy, très british, où on a envie de prendre le goûter, avec ce qui me ferait les sardines. Ça, c'est vrai que dans ma liste de courses pour un moment de thé, je n'ai pas les sardines, mais peut-être que je suis qu'un tout petit peu britannique, alors. Oui, donc ça, c'était effectivement une nourriture très commune à l'époque. Il y avait... pour le tea, donc c'est quelque chose qu'on mangeait, les sardines, les œufs, le pain grillé, les tartines beurrées, les toasts avec du miel, le gâteau nappé de sucre glacé. Tout ça, ce sont des nourritures qu'on apprécie quand on a marché dans la neige. C'est des choses assez, assez consistantes, c'est pas très équilibré sur le plan alimentaire. Il n'y a pas beaucoup de fruits et de légumes. Mais c'est peut-être le genre de nourriture qui va plaire à un enfant, je pense. Et puis oui, aussi, et puis d'un côté c'était la guerre et l'autre c'était exactement, l'hiver. Donc, exactement. Et il faut savoir aussi que quand Lewis a écrit ce livre, c'était 1950, c'était la période où il y avait encore les tickets de rationnement et la nourriture n'était pas abondante et les gens avaient faim parfois. Et donc c'est vrai aussi bien pour celui qui écrivait ces mots, qui des fois avait un peu faim parce que voilà, les tickets de rationnement... on ne pouvait pas manger grand-chose et il y avait plein de choses qui manquaient. Et les lecteurs aussi, en 1950, qui lisaient ce livre, ils ont dû avoir l'eau à la bouche en lisant la description de ce goûter. Ça devait leur donner envie, parce que voilà, pour nous, ce sont des choses toutes simples qui ne nous font pas forcément envie, mais pour eux, c'était une nourriture qui devait leur donner l'eau à la bouche. Oui, et puis dans les années 50, d'un point de vue très terre-à-terre, si on parle à des enfants qui ont moins de 10 ans, ils n'ont jamais connu pas la guerre ou l'après-guerre. Donc peut-être que s'ils parlaient de plats un peu plus raffinés, de choses qui étaient peut-être moins quotidiennes, peut-être que les enfants ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc on est dans cette réalité, peut-être qu'il avait envie de faire saliver les enfants, mais de quelque chose qu'ils pouvaient manger après la lecture, ou en tout cas à un autre moment de pas appuyer sur le côté peut-être amer des familles, de pas pouvoir manger tout à leur faim. On verra des aliments un peu plus exotiques dans le prochain épisode, mais là on est sur des choses quotidiennes.
Alors moi, j'ai rien contre les sardines, ça m'a juste étonné au moment du thé. Enfin, le thé, c'est plutôt un repas quand même, hein, ici. Hein, Oui. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est la bibliothèque de Monsieur Tumnus. Ils avaient des titres tels que La vie et les lettres de Silène, ou bien Les nymphes et leurs manières, ou encore Homme, moine et garde-chasse, une étude des légendes populaires, ou enfin L'homme est-il un mythe? C'est extraordinaire cette bibliothèque. Encore une fois, renversement total, hein, puisque Silène est présentée comme un personnage historique et les êtres humains sont présentés comme des légendes ou des mythes. Existons-nous? Voilà. On peut encore se poser la question. Ouais, très amusant et puis en même temps, voilà, il y a toujours ce regard inversé. On voit ce mélange, ce melting pot de croyances, c'est très intéressant parce que bah, on connaît la foi ancrée de C.S. Lewis, la foi chrétienne de C.S. Lewis, mais là on fait un joyeux mélange de plein de choses. Juste un peu après, Monsieur Tumnus parle de Bacchus qui vient et qui transforme l'eau des rivières en vin. Alors pas dans ces temps tristes, mais que ça a pu exister, donc on a vraiment plein de mélanges de croyances qui arrivent et c'est assez intéressant de voir à quel point il injecte beaucoup de croyances populaires, de foi ancienne, de foi morte. On est sur les dieux gréco-romains qui ne sont plus adorés aujourd'hui. Et c'est intéressant voilà, de voir ce mélange décomplexé de pas mal de choses mises ensemble. Dans le texte lui-même, on a déjà un mélange entre la mythologie romaine et grecque, puisque les faunes, c'était romain, Bacchus, c'était romain. Par contre, Silène était grec, hein, qui est mentionné aussi. Silène, c'était l'ami de Dionysos, hein, qui est l'équivalent grec de Bacchus. Donc, même la mythologie grecque et romaine, il la mélange ici. Ensuite, il y a bien sûr la mythologie nordique avec des personnages de nains qu'on va rencontrer plus tard. Il va y avoir plus tard, on va rencontrer le Père Noël, hein, donc, qui a lui-même des origines à la fois chrétiennes et païennes. Donc effectivement, il aime faire un joyeux mélange. Il aimait beaucoup faire ça. Et ça dérangeait beaucoup son ami Tolkien, d'ailleurs, hein, qui lui reprochait ce mélange. Il n'aimait pas. Il n'aimait pas le fait que Lewis mélange différentes mythologies comme ça. Mais Lewis disait qu'en fait, c'est un mélange qui existe dans la vraie vie, d'une part. Et puis aussi, Lewis était de métier professeur de littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance. Or, ce mélange de mythologie, c'était quelque chose d'extrêmement fréquent dans la littérature de cette époque-là. Les références païennes mélangées à des références chrétiennes, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans la Divine Comédie de Dante, ou bien dans un ouvrage qui était très célèbre à l'époque, La Reine des Fées, de Edmund Spenser, hein, qui date de la Renaissance, qui aujourd'hui n'est plus très connu, mais Lewis était spécialiste aussi de cet ouvrage, ou bien John Milton aussi, il connaissait très bien John Milton, qui lui aussi mélangeait les références païennes et chrétiennes sans problème, ça leur posait aucun problème. Et du coup, voilà, c'est pour ça que Lewis, lui, ça ne le dérangeait pas de faire ça. Et puis, il y a autre chose aussi, Tolkien était également choqué, et ça, il faut qu'on en parle ici quand même, parce que dans ce passage, Lucie rencontre un faune, et Tolkien était choqué parce que dans la mythologie, les faunes sont des êtres lubriques, hein, il faut le savoir. Ce sont des êtres lubriques qui poursuivent les nymphes de leurs ardeurs. Hein. Et donc lui, Tolkien voyait ça, et il n'allait pas plus loin, et il trouvait ça inadmissible de mettre en scène une petite fille innocente qui rencontre un faune dans les bois et qui se laisse inviter chez lui. Hein, tout de suite, voilà. Et en fait, Lewis, lui, il réécrit. Hein, il s'approprie la mythologie, il réécrit, il réinvente. Et il en fait une histoire pour enfants. Et pour lui, il n'y a absolument rien de sale dans cette scène. Il réinvente complètement le personnage du faune. Et aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à Narnia, le faune a une place dans l'imaginaire collectif qui est devenu sympathique, hein, et qui n'a plus rien de lubrique. Hein. Aujourd'hui, quand on parle d'un faune à quelqu'un du 21e siècle, s'il connaît un peu Narnia, il n'a pas cette image-là du faune qui lui vient. Hein. Donc, il a réécrit le personnage du faune et il lui a redonné une nouvelle personnalité. Et ça, c'est le principe même de la réécriture, hein, se réapproprier un personnage, se réapproprier une histoire par l'imagination et en faire un nouveau récit. On fait ça depuis la nuit des temps. Hein. C'est un des principes de l'art.
on n'invente jamais rien. En fait, on retravaille toujours sur du matériel qui est déjà existant et puis on se réapproprie, on en fait quelque chose de nouveau. Et moi, je tiens vraiment à prendre la défense de Lewis par rapport à cette accusation parce que, voilà, pour moi, il n'y a aucun problème. Hein, la façon dont il raconte ça ici, il n'y a pas besoin de voir quelque chose de pas joli derrière cette scène, pas du tout. Oui, et ça c'est capital, je pense, pour bien comprendre Lewis, c'est qu'il réécrit tout ce qu'il souhaite, dans le sens où, oui, il s'inspire, mais il s'approprie. Et quelque chose qui pourrait être négatif chez quelqu'un ne l'est pas chez lui. Et c'est important de laisser ses a priori de côté et de faire comme Monsieur Tumnus et comme Lucie, de lâcher ce qu'on pense connaître et expliquer avec ces mots nouveaux, ces nouvelles définitions. On va voir dans la suite du livre parfois des choses qui pourraient avoir des échos dans notre monde aujourd'hui, dans les croyances, dans les conceptions, mais c'est important, je pense, pour vraiment bien le comprendre, de lâcher prise et de se dire qu'en fait il a fait ce qu'il voulait avec les définitions, avec les idées, il gardait ce qu'il voulait, il jetait ce qu'il n'aimait pas, et c'est important de le suivre dans son train de pensée, qu'on soit comme Tolkien ou qu'on soit comme Lewis, de pouvoir accepter qu'il redéfinit les règles et qu'il décide lui-même des propres définitions de ce qu'il met dans ses histoires. Alors j'aime beaucoup ce qui est décrit au moment où le faune, après avoir raconté des histoires de l'ancien Narnia à Lucie, il sort sa flûte et il lui joue un air enchanté. Et j'aime bien la façon dont c'est écrit. Donc il lui joue un air enchanté qui donna à Lucie envie de pleurer, de rire et de danser et de dormir, tout ça en même temps. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont c'est rendu dans le film. Je sais pas si tu te souviens, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Oui, justement. J'avais envie d'en parler. C'était un gros travail que de pouvoir mettre en musique une si belle définition, mais dans le film, ils ont fait un très très joli travail. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais j'ai encore la mélodie en tête. Donc c'est dire, et ils ont fait quelque chose de très beau dans l'émotionnel. Cette double flûte, c'est très bien, c'est très bien rejoué. Je pense qu'on trouve assez facilement l'extrait sur YouTube pour les gens qui n'ont pas la mélodie en tête. Encore une fois, très sensoriel. On est dans... ça rappelle des choses où on a les sens qui sont en éveil. Dans ces chapitres, on peut entendre la neige crépiter, la bouilloire qui est en train de chauffer, les odeurs du thé, et on entend la musique que Monsieur Tumnus est en train de jouer à Lucie. On est dans cet univers, c'est vraiment très prenant. Ouais, et donc pour une question de temps, ils ont superposé les deux scènes dans le film, c'est-à-dire que bon, dans le livre, ils lui racontent d'abord les histoires et ensuite ils jouent de la flûte, et dans le film, ils ont superposé les deux, et en fait, quand elle entend la flûte, elle commence à somnoler et elle regarde dans le feu, et dans le feu, elle voit les images, les histoires qu'il lui raconte. Et ça rend bien, en fait, et ça nous transporte aussi, nous-mêmes, on est emmenés dans ce monde de Narnia avant la malédiction, avant la neige, ce monde où les faunes dansaient dans la forêt avec les nymphes et où le cerf blanc venait et accordait les vœux des personnes qui pouvaient l'attraper, etc. Enfin, toutes ces histoires qui ont l'air de légende et qui rappellent le bon temps pour Monsieur Tumnus. Et à un moment donné, Lucie se réveille et là, elle veut rentrer. Elle se rend compte qu'il est tard et on a une réaction inattendue du faune. Qu'est-ce qu'il fait quand elle lui demande de rentrer? Tu te souviens comment il réagit? Il lui dit que non, en fait. C'est plus possible. Et puis il se met à pleurer, et puis non seulement il se met à pleurer, mais il se met même à pousser des hurlements, et il peut plus s'arrêter. Et il y a un côté caricatural dans la façon dont c'est raconté, parce qu'en fait, il pleure tellement, nous dit le texte, que Lucie se trouve dans une flaque de larmes. Ah, on connaît pas on connaît pas la physiologie des canaux lacrymaux des faunes. Apparemment, ça pleure beaucoup. À la fois, c'est comique, à la fois, c'est d'une tension assez dantesque, dans le sens où on peut imaginer, peut-être encore plus en tant qu'adulte, la panique, la terreur de Monsieur Tumnus qui se sent contraint à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, qui est effrayé de cette sorcière qui veut ses enfants, et il pensait naïvement pouvoir le faire, mais en fait,
il lui suffit de quelques instants pour réaliser à quel point Lucie est une petite fille charmante qui mérite sa protection et qu'il ne connaissait pas les humains au fond. Ouais. Et on voit cette peur panique de pas savoir quoi faire parce qu'à la fois il pourrait jamais se regarder dans un miroir si il fait ce qu'il a promis de faire et en même temps il a pas envie de mourir et il a pas envie ça c'est assez comique ce qu'il dit qu'elle va lui faire que elle me fera couper la queue, scier les cornes, arracher la barbe, et puis elle agitera sa baguette autour de mes beaux sabots fourchus, et les changera en d'horribles sabots massifs, comme ceux d'un misérable cheval. Et si elle est vraiment très très en colère, elle me transformera en pierre, et je ne serai plus qu'une statue de faune dans son horrible demeure, jusqu'à ce que les 4 trônes de Ker Paravel soient occupés. Et Dieu seul sait quand cela arrivera, et peut-être même cela n'arrivera-t-il jamais. Donc à la fois c'est très comique, je n'ai pas de préférence entre les sabots de fourchus et les sabots de chevaux, apparemment pour lui c'est assez clair, on voit les préférences des faunes, et en même temps terrorisé d'être pétrifié, je pense que personne ne souhaite ça, on voit cette mort qui sera peut-être éternelle, et ouais, cette panique face à la difficulté et à l'intégrité, qui est décrite à la fois de manière humoristique et à la fois de manière très grave. J'aime beaucoup cette formule « toujours l'hiver et jamais Noël », parce que je trouve qu'elle est très bien trouvée, elle est toute simple, elle est très courte, mais en même temps très très évocatrice. Et je trouve que pour des enfants, c'est une très bonne façon de parler de la dictature, en fait. Toujours l'hiver et jamais Noël, quoi. C'est super efficace, je trouve, comme formule. Et sinon, pour revenir 2 secondes aux faunes qui pleurent tellement que Lucie se retrouve dans une flaque de larmes, moi, ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Il y a une scène aussi, quand elle mange des gâteaux qui la font grandir et rapetisser, là. Quand elle est grande, elle pleure. Et puis, quand elle rapetisse, en fait, elle manque de se noyer dans ses propres larmes. Et elle est obligée de nager pour s'en sortir. Et moi, j'ai vu un petit écho là. D'ailleurs, il y a quelques autres ressemblances entre l'histoire d'Alice et l'histoire de Lucie ici, parce que Alice aussi, au début de l'histoire, rencontre un lapin tout habillé et doué de paroles. Et elle n'est pas surprise non plus de le voir, comme Lucie. Et quand elle lui adresse la parole au lapin blanc, là, lui sursaute et laisse tomber son éventail et ses gants. Donc, il y a quand même des ressemblances entre l'histoire de Alice du lapin blanc et de Lucie et du faune. Mais sinon, donc cette scène où il pleure comme un gros bébé et où Lucie prend le rôle de la maman qui lui dit de se calmer, ça permet aussi quand même de voir ce faune comme un être sympathique et pas si dangereux que ça. Ça permet de dédramatiser la scène, en fait, pour l'enfant. D'un côté, c'est vrai que c'est un personnage qui a agi par ruse, un kidnappeur d'enfants, qui était prêt à livrer une pauvre enfant sans défense à une méchante sorcière, donc c'est un personnage horrible. Et puis en même temps, voilà, on voit qu'il a un bon fond, quoi. Et du coup, ça permet aux enfants de... Cette scène qui pourrait être totalement tragique, elle est quand même dédramatisée, là. Oui, en même temps, il se laisse complètement prendre à son propre piège parce que il l'a emmené boire le thé et puis c'est lui qui passe un super moment avec elle. Oui. Donc, c'est assez bien écrit parce qu'il n'y a aucun moment où il paraît horriblissime. Dans le sens où il est sympathique au début, on voit qu'il est louche un peu, mais il a l'air tellement authentique et tellement subjugué par ses propres émotions et ce qu'on lui demande, qui est tellement loin de sa nature, qu'on a de la compassion, même s'il a fait des choses horribles, qu'il la laisse faire quelque chose d'affreux, on est compatissant, on est assez proche de Lucie quand même, j'ai l'impression dans ce texte où on va le rassurer, on va minimiser ce qu'il fait, puis on dire mais vous êtes un faune extraordinaire, je crois qu'elle lui dit quelque chose comme ça, ne pleurez pas, vous êtes un très gentil faune. Ouais. Et oui, encore une fois, ce comique de retournement, Lucie est parentalisée. Un grand faune comme vous, pourquoi diable pleurez-vous ainsi? Elle est aussi très vite... elle se retrouve très vite dans le monde de Narnia, elle est adaptée, elle s'est adaptée en quelques secondes où elle arrive à prendre le vocabulaire un grand faune comme vous, alors que on serait peut-être un peu plus lent au fait de s'adapter à ce monde, mais Lucie, en
en quelques secondes, elle est parfaitement comme un poisson dans l'eau. À cet endroit-là, on retrouve aussi le suspense dont on avait parlé pour le lecteur, parce qu'en fait, le lecteur a compris depuis longtemps quand même que c'était lui, ce faune, ce méchant faune qu'il décrit, et Lucie, elle comprend pas. Et donc, l'enfant qui lit ça, il a du suspense et puis de l'émotion. Il se dit, mais est-ce qu'elle va comprendre? Mais j'espère qu'elle va comprendre que c'est lui qui voulait la trahir et tout. Et voilà, elle finit par comprendre, mais ça met un bon moment il parle de lui-même. Et Lucie qui ne suspecte pas le mal. Vous êtes Mais le faune le plus gentil que j'ai jamais rencontré. C'est ça. Oui, mais ma grande t'en a rencontré qu'un, donc. Ouais. Et donc on arrive au voyage du retour, où donc le faune, bien sûr, ne peut pas trahir Lucie, et donc il accepte de la raccompagner au réverbère. Et là, il fait une remarque concernant les arbres. Et cette idée que les arbres peuvent être hostiles, ça change l'ambiance là. On était dans une ambiance très sympa, dans la caverne et tout. Et là, ils sont dehors et ils parlent d'arbres hostiles, potentiellement hostiles. Et ça fait référence à une vieille peur de la forêt qu'on trouve souvent dans les vieilles histoires. La forêt, c'est le lieu où la nature est toute puissante et l'être humain ne maîtrise pas les choses, par opposition à la ville. La forêt a toujours représenté le danger dans l'imaginaire collectif. Et encore une fois, on trouve ça aussi chez Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. On a la forêt hostile aussi. Tout à fait, la forêt et les oiseaux. Il faut se méfier des créatures végétales ou des créatures animales. En tout cas, certaines. Rien n'est sûr. Les arbres peuvent trahir, les oiseaux peuvent trahir. Et ça, on le voit très fortement et chez Tolkien et chez Lewis. Cette idée du danger omniprésent, en tout cas le doute qui s'installe et où on ne peut pas faire confiance aux choses inanimées ou aux animaux. Alors le faune demande à Lucie si elle peut lui pardonner, et là on voit encore une fois le côté lumineux de Lucie. Lucie veut dire lumière, ça vient de lumière, et immédiatement elle lui pardonne et elle lui serre chaleureusement la main, et elle se met à sa place en disant « J'espère que vous n'aurez pas d'ennui à cause de moi ». Donc elle vient d'apprendre qu'il était sur le point de la livrer, et tout ce qu'elle pense à faire, c'est se mettre à sa place et s'inquiéter pour lui en fait. Donc c'est vraiment un personnage lumineux. Lucie est extrêmement touchante, on aspire à être plus comme elle, à voir le bien chez la personne en face et à estimer les autres, ce qui est encore une fois un message très biblique. Et donc juste avant de partir, le faune fait une drôle de demande à Lucie, une demande qui pourrait nous surprendre, nous, lecteurs du XXIe siècle. Il lui demande s'il peut garder le mouchoir qu'elle lui avait prêté quand il pleurait. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, de cette demande ? Alors, de premier abord, je trouve ça extrêmement chou. J'imagine Monsieur Tumnus un sentimental qui veut garder un objet pour se rappeler de cette rencontre qui l'a surprise, ce faune qui a les larmes faciles, qui est touchant et qui a besoin d'un petit objet pour se rappeler son ami qu'il va sûrement jamais revoir. En tout cas, c'est ce qui se dit à ce moment-là. Et sûrement qu'il y a un sens un peu plus profond, un peu plus caché. Disons que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un éloignement culturel pour nous, dans le sens qu'aujourd'hui, le mouchoir n'est plus l'objet qu'il était à l'époque de C.S. Lewis. Pour nous, un mouchoir, c'est la plupart du temps un bout de papier jetable, un peu dégoûtant. Et quelque part, on ne comprend pas pourquoi, a priori, il veut garder ça en souvenir de quelqu'un. Mais à l'époque de Lewis, le mouchoir, c'était déjà quelque chose qui était en tissu, parfois en dentelle ou en soie, pour les plus riches. Et c'était quelque chose d'assez précieux, un objet très personnel. Souvent, il y avait ses initiales qui étaient brodées dessus. Et on n'en avait pas beaucoup, on les lavait au fur et à mesure, comme les vêtements. Et je crois même que ça faisait peut-être partie des choses que les filles avaient dans leur trousseau quand elles se mariaient. Donc c'était un objet précieux et personnel. Et donc, voilà, le fait qu'il veut le garder, justement, comme tu dis, il veut garder un objet en souvenir de Lucie. Voilà, je voulais juste faire cette remarque parce que je pense que tout le monde ne verra pas forcément ce qu'il y a derrière ce mouchoir, en fait. Ça peut surprendre. Oui, tout à fait. On imagine un joli mouchoir de petite fille, blanc avec un peu de dentelle et ses initiales brodées dessus. Donc, un objet très touchant à garder. On voit ça comme la preuve d'une amitié rapide mais belle
Et puis ce faune qui a besoin d'un mouchoir pour éponger ses larmes, c'est touchant. Ouais. Et il doit avoir un caractère sentimental, à aimer les souvenirs, hein, puisqu'il a aussi un portrait de son père sur la cheminée. Hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui aime se souvenir des gens qu'il aime, on dirait. Et Lucie qui arrive à s'en sortir, qui n'a pas été kidnappée, et qui arrive à sortir de cette armoire, et qui rentre, au fond, après plusieurs heures passées à Narnia, dans la maison de cette maison de campagne, retrouver ses deux frères et sa sœur. Ouais, et elle a hâte de leur raconter tout ce qui s'est passé, et on verra au prochain épisode comment ils vont réagir quand elle va leur raconter toutes ces aventures. À la prochaine fois, et merci à nos auditeurs et auditrices. À bientôt. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.